expliquer la famille est difficile. C'est difficile parce que c'est elle qui nous explique. Et ça nous demande au fond de prendre du recul, de nous mettre à l'extérieur. Ce n'est pas forcément facile. C'est difficile aussi parce que vis-à-vis de la famille, nous sommes tous ambivalents. La famille est le lieu d'un amour, d'une tendresse, le lieu où l'on aime trouver le réconfort du début à la fin de sa vie, mais c'est aussi le lieu où nous sommes blessés, nous sommes abîmés, où nous avons beaucoup de souffrance, il faut le reconnaître. Et puis ensuite, le risque en expliquant, en essayant de creuser cette notion de famille durable, eh bien, c'est de stigmatiser ceux qui parmi nous n'ont pas eu cette famille, n'ont pas réussi peut-être à la fonder ou ont vécu toutes ces ruptures. Et pourtant, il est essentiel de voir l'apport de la famille durable à la société. Et je vais le faire en 3 points. D'abord, en essayant de montrer que la famille est un écosystème à protéger. Première partie. Ensuite, je montrerai que la famille est un organe politique à défendre. Et enfin, j'essaierai de montrer que c'est la source d'une prospérité à encourager. La famille comme écosystème. Gestation, naissance, croissance, eh bien, l'être humain a cette triple expérience et qui dit énormément sur son identité, sur ce qu'il est. La gestation, c'est une expérience, le fait de vivre, d'avoir son corps qui se développe dans le corps d'une autre, grand mystère qui est à la fois culturel et biologique, mais déjà culturel. L'ovocyte, plus grande cellule du corps de la femme, le spermatozoïde, plus petite cellule du corps de l'homme, et cette mère nourricière qui fait que nous avons cette vie qui nous est donnée. Nous nous recevons de ces gènes et puis bien sûr de cette mère nourricière, de cette gestation, et cela est au fondement de l'anthropologie du don. Si on se trouve en se donnant, c'est parce qu'on se reçoit comme un donné. Et puis, expérience, je l'ai dit, qui est à la fois culturelle et naturelle. Bien sûr, dans le ventre de notre mère, dans cette enceinte maternelle, nous avons été fusionnels avec elle, mais nous avons aussi été autonomes. Nous nous sommes évanouis, nous avons rêvé, nous avons vu le jour au travers du corps de notre mère au 7e mois, et nous avons entendu au travers du corps de notre mère aussi, ainsi que tous ces bruits à elle. Mais savez-vous que les nouveau-nés pleurent dans leur langue maternelle? Les petits bébés français pleurent en terminant vers le haut, et les petits bébés allemands, qui ont entendu la langue allemande maternelle et peut-être paternelle, pleurent avec une intonation vers le bas. Expérience donc extrêmement forte. Et ensuite, on débarque, naissance, dans la culture du soin, de la vulnérabilité. Tout être humain, et c'est toute l'histoire des accoucheuses, des sages-femmes et des soins qu'on prodigue à la fragilité de la jeune accouchée et de son bébé, eh bien tous naissent dans cette culture du prendre soin, qui définit aussi très largement l'humanité. Qu'est-ce que faire preuve d'humanité, si ce n'est se pencher vers un plus fragile pour en prendre soin? Et ça dessine aussi toute l'aspiration que nous avons, naturelle, manquer sans étonner quelques siècles avant Jésus-Christ, qu'on se précipite vers un nouveau-né pour le protéger, même s'il c'est un étranger. Et puis ensuite, croissance, naissance, gestation, croissance. L'être humain a besoin de temps, de beaucoup de temps pour arriver à l'autonomie et à la liberté. Il a besoin de beaucoup d'amour aussi, et d'eau fraîche et de lait maternel au début. Et il y a cette durée qui ensuite aboutit, ces 3 éléments aboutissent à définir des murs porteurs de l'écologie humaine. La gestation maternelle, l'enceinte maternelle, aujourd'hui attaquée par la gestation par autrui, dont on a déjà parlé, qui est comme un éclatement de cette maternité, puis attaquée ultimement par l'utérus artificiel, le fantasme de la maternité extracorporelle, ou de l'ectogénèse, l'idée de faire naître des bébés de machines. Donc nous avons à défendre cette enceinte maternelle comme un droit de l'être humain. Deuxième mur porteur, la parité originelle, homme-femme dans l'engendrement.
Cette dissymétrie que nous avons vue dans les gamètes se retrouve aussi dans les fonctions paternelles et maternelles, même s'il faut éviter les stéréotypes de genre. Et on aboutit à devoir défendre cette parité originelle contre toutes les attaques des déconstructeurs qui imaginent devoir neutraliser l'altérité sexuelle ou multiplier les genres. Et vous avez entendu déjà parler de cette FIV 3 parents qui casse cette parité originelle en faisant introduire une deuxième mère génitrice. Et puis, troisième mur porteur, la fidélité sexuelle. Le besoin de cette durabilité dans l'amour qui est majeur et qui définit aussi l'écosystème. Je décris la façon dont ces trois murs porteurs, dans Le Temps de l'homme, mon essai paru il y a 2 ans, je décris la façon dont ils sont attaqués de manière extrêmement systématique par les déconstructeurs. Et donc la famille, écosystème à défendre. La famille comme organe politique à défendre. Alors, vous serez peut-être surpris d'entendre que la famille est le premier organe politique. D'où vient l'autorité ? D'où vient l'autorité légitime, si ce n'est au départ de cette autorité des parents qui vont donner un nom à leur enfant, qui vont aussi constituer une magistrature suprême, un tribunal paritaire, et à nouveau ce n'est pas anodin qu'il soit paritaire, homme-femme, pour édicter des lois, des règlements, des arrêtés, afin que la structure familiale, la cellule familiale vive dans le bien commun, le bien de chacun et le bien de tous. Songeons à la façon dont une famille décide des loisirs dans une après-midi de vacances. Comment concilier les besoins du père de famille, de la mère de famille, des adolescents, des petits-enfants. Le bien commun, la petite démocratie familiale souveraine est une école vraiment de la vie en société. Je me souviens d'un père africain qui disait dans un congrès sur l'altérité sexuelle, il défendait la famille monogame. Il disait dans la famille monogame, il y a une égale dignité de tous. L'homme est un roi, la femme est une reine, chaque enfant est un prince ou une princesse, disait-il, et le domicile est un palais. Et réfléchissons à la façon dont nos domiciles inviolables font partie intrinsèques de nos vies et les pouvoirs publics n'y entrent pas comme ça, comme dans un moulin. Et c'est très important de ressaisir la souveraineté politique de la famille. Et elle aussi, elle est attaquée. Voilà. D'où vient le mot fraternité posé au fronton de la République si il ne naît pas ce mot dans la famille où des frères et des sœurs vivent ensemble sans s'être choisis. Le vivre ensemble qui aboutit à la fraternité dans la nation ou la fraternité, pourquoi pas universelle, commence par apprendre à vivre ensemble dans la famille, ce qui est très difficile parfois et douloureux, nous le savons, jalousie, tension, amour, réconciliation. D'où vient la mère patrie, cette mère protectrice et nourricière des plus fragiles, s'il n'y a pas cette maternité corporelle pour l'inaugurer? D'où vient la loi, s'il n'y a pas le père pour donner des lois et des repères et couper parfois l'enfant de la fusion et de la toute-puissance que l'enfant peut avoir vis-à-vis de sa mère notamment? Et vous voyez que la famille est largement la source de la vie politique. Or, l'État peut rentrer en concurrence avec la famille. Il est difficile de trouver la juste articulation entre l'État et la famille. Il est parfois nécessaire que l'État fasse irruption dans la famille pour jusqu'à en arracher l'enfant d'une grave maltraitance. Mais il le fait dans les sociétés démocratiques que sur la pointe des pieds, à contre-cœur. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas remplacer la famille. Mais dans des dérives totalitaires que parfois nous entrevoyons dans nos propres sociétés, certains, je pense à un ministre de gouvernement précédent, qui estimait qu'il fallait arracher l'enfant aux déterminismes familiaux. Et j'étais confronté aussi sur France Culture à une femme qui, au nom d'un certain féminisme, estimait qu'il fallait enlever l'enfant très tôt, le plus tôt possible à sa famille pour qu'il puisse avoir une éducation égalitaire. Et nous savons bien à quel point est totalitaire la société qui prétend remplacer la famille, alors que nous la savons, malgré ses limites et ses fragilités, irremplaçable. La famille est donc attaquée par l'étatisme et à défendre dans son identité politique, de telle sorte que notre démocratie soit vigoureuse. Et puis, troisième partie, la famille comme source de prospérité à encourager. Là encore, un changement de paradigme est nécessaire.
On voit souvent la famille comme celle qui doit recevoir des allocations familiales, des soutiens parce elle serait fragile. Et si nous voyons les choses autrement, avec les économistes qui ont intégré à leur calcul du produit intérieur brut le travail gratuit. Lorsqu'ils le font, ils estiment que les 3/4 du PIB, c'est du travail gratuit. Et que 64% de ce produit intérieur brut est vécu gratuit, est vécu au sein des familles. Essentiellement d'ailleurs porté par les femmes. Élever des enfants, les nourrir, les habiller, les soutenir en cas de difficulté. La famille est la principale source de richesse d'une nation. Si l'on sort de la financiarisation exagérée des calculs de la richesse publique. On voit bien si on peut extérioriser ou pas les dépenses. On peut avoir des personnes qui les font à notre place, mais c'est encore et toujours au sein des familles que la richesse nationale se crée davantage. Et on peut aussi le démontrer en voyant combien la famille est une valeur refuge, un amortisseur de crise par excellence, en cas de chômage, en cas de dépendance, en cas de maladie. Et là, c'est souvent, le plus souvent les plus proches familiaux qui apportent le soutien de proximité. Vous savez qu'on parle d'aidants, les aidants de proximité, de première ligne, ceux que d'ailleurs l'État sait devoir protéger, car il sait que s'ils craquent, s'ils n'ont pas de structure de répit, eh bien c'est très vite 2 ou 3 professionnels, voire davantage, qu'il faut pour remplacer une épouse, un époux, un enfant, un parent qui vient en aide à celui qui est en train de devenir dépendant ou qui a des grandes difficultés. Vous connaissez aussi, je pense, la notion de génération pivot. Cette génération qui, autour de la cinquantaine, vient en aide à ses parents devenus progressivement âgés et éventuellement dépendants, et puis aide aussi la génération du dessous à s'autonomiser progressivement, à rentrer dans la vie active. Il y a donc encore de grands transferts de solidarité dans nos sociétés occidentales qui permettent aux générations d'équilibrer ce qu'il peut y avoir comme inégalité entre elles. On peut s'interroger sur la place des solidarités horizontales, qu'il y avait encore beaucoup dans certaines sociétés et qui ont beaucoup diminué entre frères et sœurs, entre cousins et cousines, oncles et tantes et neveux, etc. Et dans les sociétés africaines, où on sait à quel point les familles de familles qui font devenir des clans, des villages et des nations, ce qui est encore le cas ici, cette famille nécessite une solidarité qui va au-delà de la petite famille nucléaire qui peut-être ne sait pas très bien se défendre toute seule. On doit réfléchir peut-être à cela. Si l'on veut aussi mesurer à quel point la famille est source de prospérité, eh bien on peut peut-être inverser le paradigme et se dire, et alors, la non-famille, qu'est-ce qu'elle coûte ? Que coûtent toutes ces fractures, ces blessures, non seulement pour nos cœurs fragilisés par ces divisions, par cette errance, mais aussi sur le plan strictement financier ? Nous le savons qu'une grande part de la délinquance, de la violence, de l'errance de certaines personnes est liée à des fractures familiales, à un manque de famille, à un manque de famille durable. Nous savons aussi que la crise des EHPAD, au-delà de la situation difficile des professionnels et des personnes âgées dépendantes, est largement liée aussi à notre difficulté à être solidaires des personnes devenues très âgées, du fait de l'éclatement des liens familiaux qu'il nous faudrait restaurer pour pouvoir accompagner dignement les personnes âgées. Et on peut aussi noter que les familles monoparentales qui ont besoin légitimement de l'aide de l'État sont à 35% dans notre pays sous le seuil de pauvreté. Et du coup, il ne faut pas, comme malheureusement on le fait de plus en plus et encore récemment, confondre la politique sociale de la famille qui vient en aide légitimement aux familles précarisées et en grande difficulté, confondre cette politique avec la politique familiale tout court qui est universelle parce qu'elle encourage cette famille durable. Je vous ai présenté la famille comme un écosystème à protéger, comme une structure politique à défendre, comme une source de prospérité à encourager face à des attaques des constructeurs qui estiment que les murs porteurs que j'évoquais sont des aliénations, de certains étatistes qui estiment que la famille est une concurrence déloyale vis-à-vis de la liberté donnée par l'État, et face aussi à ceux qui, au nom des équilibres budgétaires, estiment que la politique familiale au sens strict est un gaspillage ou ne répond pas aux critères de justice sociale. En conclusion, 2 choses. La première, nous sommes devant un choix de société. Le choix entre une société
dite liquide, selon l'expression du sociologue Zygmunt Bauman, qui disait que de plus en plus, la société ressemble à des électrons libres, se croisant, s'entrecroisant sans jamais s'engager. Et ça, c'est la loi du plus fort. Ce n'est pas celle de la famille durable. Et la contrepartie, le choix proposé par la famille durable, c'est une société de l'enracinement, selon la formule de la philosophe Simone Weil, qui disait que l'essentiel de notre identité vient de nos enracinements biologiques, familiaux, nationaux, spirituels, à partir de lesquels notre liberté peut s'exprimer. Et deuxième remarque, je vous renvoie à une campagne de publicité qui est parue au mi-septembre dernier, au moment même où il y a eu cette controverse autour du docteur de Rochambeau qui avait déclaré qu'il ne pratiquait plus d'IVG parce que c'est la vie. Et le ministre de la Santé l'avait tancé vertement en disant qu'il n'avait pas le droit de dire cela. Eh bien, cette campagne, au même moment, estampillée du ministère de la Santé, disait aux femmes de ne pas boire d'alcool parce que un verre d'alcool, je cite, sera le fruit d'un lent travail, mais pas celui de votre amour. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire aussi ce qu'une publicité plus longue disait. Un kir royal n'aura jamais de bulle aussi légère que ces 3 kg 100 bientôt dans vos bras, ne fera pas exploser votre cœur en prononçant le mot maman pour la première fois, et ne remplira pas votre vie comme cet enfant que vous portez. Un verre de vin sera le fruit d'un lent travail, mais pas celui de votre amour, ne deviendra pas votre portrait en grandissant, ne vous réchauffera jamais autant le cœur que ces 37 degrés Celsius de votre enfant, tout contre vous. Voilà le ministère qui nous parle de famille durable, d'amour. Il manque peut-être le père, mais il est également peut-être ressemblant à son enfant comme son portrait. Et cette famille durable, au fond, a comme dernier mot le mot amour. Je vous remercie.